Voici donc le tome 2 des pathologies vertigineuses. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux principales pathologies vertigineuses. Je n'ai bien sûr sélectionné que celles que je jugeais les plus importantes pour vous au stade où vous en êtes de vos études. Et nous allons commencer, à tout seigneur, tout honneur, par la maladie de Ménière, qui est sûrement la plus terrible des affections vertigineuses, la plus récurrente, et celle qui va contribuer à modifier le plus durablement et le plus sévèrement la qualité de vie des patients. Alors la maladie de Ménière, elle a des critères de diagnostic. On ne peut pas poser le diagnostic de Ménière sans que certains critères soient présents de façon certaine. Alors il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de classifications, mais de façon récente, c'est-à-dire en 2017, l'ensemble des personnes ou des sociétés savantes qui s'intéressent aux Ménières se sont réunies pour édicter des critères de diagnostic. Donc c'est récent. Et ces critères ont été retenus par la Société française d'ORL. Alors, la maladie est dite définie, authentique si vous voulez, qu'à la condition qu'il y ait au moins eu dans la vie du patient 2 crises de 20 minutes, donc c'est la durée minimum à 12 heures, de crises vertigineuses rotatoires classiques, ou alors de crises de Tumarkin, nous y reviendrons, des crises pulsives, et que ces crises itératives soient associées à une atteinte cochléaire, sous la forme d'une surdité unilatérale. Donc il faut que sur l'audiogramme, vous ayez une perte de 30 décibels en courbe osseuse sur 2 fréquences contiguës au-dessous du 2 kHz. Donc sur les fréquences graves, sur au moins un audiogramme fait proche d'une crise. S'il s'agit d'une surdité bilatérale, il faut que la surdité soit supérieure ou égale à 35 décibels. Un autre argument que la qualité de cette surdité, plus précisément sur les graves, est la fluctuation de cette audition qui vient en argument supplémentaire. Alors attention, si vous avez une surdité bilatérale synchrone avec le même niveau auditif, il faut se montrer très méfiant et penser en première intention à des atteintes auto-immunes ou voire génétiques plutôt qu'à une maladie de Ménière. C'est en tout cas le consensus international sur ce point. Ce qui se passe très fréquemment dans la vie des patients atteints de Ménière, c'est que la surdité va précéder, fluctuante notamment, de plusieurs mois, voire de plusieurs années, les vertiges. Mais la surdité elle-même, isolée, ne permet pas de poser le diagnostic de maladie définie, authentique. Ce qui est presque aussi important que la qualité de la surdité et des vertiges, c'est la fluctuation des symptômes cochléaires, qu'il s'agisse de la surdité elle-même, des acouphènes ou de la plénitude. Donc plénitude et acouphènes sont d'autant plus importants que la surdité est importante et d'un jour à l'autre, cela peut changer. Il va de soi que grâce à l'IRM qui est systématique dans ce contexte, on aura écarté tout autre diagnostic pouvant expliquer les symptômes, et en fait il y en a assez peu. Alors ça c'est la maladie définie. De l'autre côté, vous avez la maladie probable. Alors quand est-ce qu'un Ménière est probable ? Eh bien quand vous avez des crises vertigineuses, comme dans la maladie définie, plus ou moins associées à des crises pulsives, autolytiques de Tumarkin, avec une fluctuation de symptômes, donc bien sûr très important, mais pas d'atteinte cochléaire. Donc vous avez une atteinte otologique cochléaire, mais fluctuante, mais vous n'avez pas à votre disposition, en aucun moment, un audiogramme portant les critères définis dans la maladie authentique. Et là aussi, bien sûr, il n'y a pas d'autres diagnostics pouvant expliquer les symptômes. La clinique de la maladie de Ménière est bien connue, vous la trouverez partout, et les patients savent très bien la raconter, toujours avec une pointe d'angoisse vis-à-vis de la crise qui risque de se produire.
Donc vous avez des crises itératives de vertige typiquement périphériques, rotatoires, associées ou précédées d'une atteinte auditive, ça c'est ce qui caractérise le Ménière, avec acouphènes, plénitude, surdité, sensation d'oreille bouchée, de pression dans l'oreille. Vous avez bien sûr une surdité neurosensorielle qui s'installe petit à petit entre les crises, d'abord sur les graves puis à courbe horizontale, parce qu'au départ, dans les premières crises, quelquefois l'audition revient complètement à la normale entre les crises, mais au fur et à mesure des à-coups pressionnels, il va y avoir du dégât dans la cochlée qui va contribuer, dégâts qui vont contribuer à créer une surdité neurosensorielle, intercritique et définitive d'une certaine façon. Alors, ce qui est souvent ignoré dans les livres, ce sont les fameuses crises de Tumarkin. Donc là, on voit plus particulièrement dans les formes vieillies de la maladie. Ce sont des crises autolytiques. Donc ce n'est pas au niveau des canaux semi-circulaires que ça se passe. Donc ce ne sont pas des crises giratoires. Ce sont des chutes. Le patient est poussé par terre comme par une grande main fantôme et il se retrouve projeté au sol et chemin faisant, il peut tout à fait se blesser. Parfois, s'il est en voiture, il peut se retrouver au fossé. Donc, il y a des blessures, il y a un stress maximum, et ces crises de Tumarkin sont particulièrement angoissantes pour le patient qui craint pour sa vie, parfois à juste titre. Alors, l'audiogramme. Eh bien, audiogramme, au début, pas grand-chose, puis petit à petit, en intercritique, apparaît cette surdité de perception sur les graves, qui devient au fur et à mesure une surdité avec une courbe horizontale, puis le déficit s'accuse, de plus en plus profond, mais jamais total. Vous n'avez jamais une cophose, une surdité absolument complète dans le Ménière, il reste toujours quelque chose. Ce qui caractérise aussi cette maladie, et notamment toutes les surdités endocochléaires, mais probablement le Ménière plus que les autres, c'est le recrutement, c'est-à-dire le fait que les réflexes stapédiens apparaissent pour des intensités qui sont beaucoup plus basses, beaucoup plus, avec un seuil, d'une certaine façon, beaucoup plus bas que le niveau auditif le suggérerait. Par exemple, sur cette diapositive, normalement, on ne devrait pas avoir de réflexe stapédien avec le seuil auditif que l'on a, alors que là, on a un seuil stapédien qui est identique à celui de l'autre côté, où l'audition est normale. Donc, ce raccourcissement du seuil du réflexe stapédien est là aussi typique d'une atteinte endocochléaire et d'une maladie de Ménière plus particulièrement. Alors, comment prend-on en charge la maladie de Ménière? Et ce traitement va être hiérarchisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va privilégier marche par marche, progressivement, les traitements qui seront de moins en moins innocents et de plus en plus invasifs. Donc on peut classifier cette progression thérapeutique selon un premier étage en quelque sorte qui est celui des traitements non destructeurs, puis un deuxième étage qui est celui des traitements destructeurs. Donc on va tout d'abord éviter, proposer certaines mesures hygiéno-diététiques en évitant les excès de sel et de café, sans pour autant mettre le patient sous régime sans sel. La bétaïstine est fréquemment utilisée. Elle semble avoir, dans notre opinion, une certaine efficacité, même si elle peine à le démontrer sur le plan scientifique. Mais elle est largement utilisée dans le monde. Viennent ensuite les diurétiques qui ont une efficacité démontrée, particulièrement l'acétazolamide, qui est utilisé à dose filée, ou le glycérol. Donc ces diurétiques diminuent la pression intralabyrinthique et favorisent donc la décroissance des crises. Non destructeur également, et le traitement chirurgical du sac endolymphatique, nous en parlerons. Là, on a franchi, je dirais, d'une certaine façon, l'ensemble des étapes non destructrices, et on arrive maintenant à des traitements plus agressifs, qui peuvent consister en des injections intratympaniques de gentamicine. Le gentamicine est un antibiotique autotoxique, comme vous le savez, donc on va détruire
tout d'abord le vestibule puis la cochlée, malheureusement, et ce traitement destructeur va empêcher le labyrinthe de provoquer des crises vertigineuses. La neurotomie vestibulaire est sans aucun doute le traitement le plus efficace, mais aussi le plus agressif. Et bien entendu, il est réservé aux formes purement unilatérales. Et là encore, c'est un traitement que l'on utilise, que faute de mieux, quand on n'a pas d'autre solution à proposer aux patients, en échec de tous les autres traitements. La labyrinthectomie chirurgicale, quant à elle, sous-entend que le patient a une surdité tellement profonde que l'audition n'est plus utile. Voilà un exemple de chirurgie du sac endolo-lymphatique. Le sac endolo-lymphatique sort de l'os pétreux. Vous voyez ici les ciseaux qui vont inciser le sac, découvrir sa lumière. Et une fois qu'on a ouvert le sac, on peut, et c'est notre philosophie en tout cas à Bordeaux, injecter des stéroïdes comme beaucoup d'équipes, et notamment japonaises, le font pour avoir un effet également anti-inflammatoire. C'est une chirurgie qui n'est pas si simple à pratiquer, mais qui a une efficacité certaine dans les 3/4 des cas. Voilà la lumière du sac endolo-lymphatique. La neurotomie vestibulaire, en voici un exemple par voie rétrolabyrinthique, mais d'autres voies peuvent être utilisées. On repère dans l'angle ponto-cérébelleux avant le conduit auditif interne le nerf cochléo-vestibulaire qui cache derrière le nerf facial, que vous apercevez. Le nerf cochléo-vestibulaire va être divisé en deux, de façon un peu arbitraire, il faut dire, mais l'on sait bien que dans le nerf cochléo-vestibulaire, la partie supérieure, céphalique, est constituée des fibres vestibulaires et la partie caudale inférieure des fibres cochléaires. Donc l'incision se fait, la séparation des fibres vestibulaires et des fibres cochléaires se fait, puis progressivement on va inciser les fibres vestibulaires pour les séparer d'une portion proximale et une portion distale en les séparant bien pour éviter les repousses. L'incision doit être complète, en évitant bien sûr de traumatiser le nerf facial derrière. Donc tout ceci doit être très prudent, et vous voyez que c'est une chirurgie à crâne ouvert, dont vous imaginez parfaitement les risques et les contre-indications. Nous avons évoqué le Ménière, parlons maintenant de la névrite vestibulaire, qui est sûrement le drame vestibulaire, le vertige le plus intense qu'il soit possible de rencontrer. Là, le vertige est un événement unique. On a affaire à un sujet plutôt jeune, à un vertige périphérique extrêmement long, c'est durant sans aucun doute plus de 24 heures. Il est vraiment très intense et invalidant. Il s'accompagne de nausées, de vomissements, de diarrhée, d'un malaise intense, d'une impotence complète. Le patient est cloué au lit pendant plusieurs jours parfois. Et ce qui caractérise la névrite vestibulaire et qui doit alerter le clinicien, c'est l'absence d'atteinte auditive. Vous n'avez ici ni acouphène, ni plénitude, ni surdité, ni pression dans l'oreille. L'oreille est silencieuse. Elle l'entend aussi bien qu'avant. Pourquoi ? Parce que le processus est un processus de destruction du nerf vestibulaire et non pas du nerf cochléaire. Enfin, des fibres vestibulaires et non pas des fibres cochléaires. L'origine virale est plus que probable, et on accuse plus volontiers les virus herpès. L'examen clinique d'un patient porteur d'une névrite vestibulaire est assez tranché. D'abord, bien sûr, l'autoscopie est normale. Vous savez que l'autoscopie est indispensable à tout examen d'un vertigineux. Le nystagmus est le plus violent qui soit, donc on n'a pas besoin d'une lunette de vidéonystagmoscopie. Le nystagmus s'impose au regard. Il est spontanément visible, très difficile à inhiber, même le patient n'arrivant pas à l'inhiber en fixant le regard, et il bat bien sûr typiquement vers l'oreille saine,
puisque le nystagmus est, bien sûr, comme vous le savez, caractérisé par la secousse de rappel. La station debout chez ce patient est impossible et donc il n'est pas utile de rechercher dans les 2-3 premiers jours de déviation posturale, même si elles existeraient. On les voit après apparaître quand l'examen est possible et bien sûr le patient dévie du côté malade, comme la phase lente du nystagmus, bien entendu. Alors quels examens paracliniques proposés à ces patients porteurs de névrite vestibulaire pour confirmer le diagnostic? Il y a tout d'abord le plus ancien de tous qui est la vidéonystagmographie et particulièrement les tests caloriques. Vous avez sur la partie haute et droite de la diapositive une vidéonystagmographie typique d'une névrite vestibulaire gauche. Vous voyez que ce soit à l'eau chaude, courbe rouge, ou à l'eau froide, courbe grise, il n'y a aucune réponse nystagmique du côté gauche, alors que du côté droit, vous avez une réponse nystagmique qui est parfaitement physiologique et symétrique, au chaud comme au froid. Donc ceci est très tranché. Alors cette aréflexie calorique est très fréquente, parfois on ne peut avoir qu'une subaréflexie. Ça témoigne bien sûr d'une atteinte du canal semi-circulaire latéral et du nerf qui y est efférent, qui appartient au nerf vestibulaire supérieur. Vous avez aussi au potentiel évoqué autolytique une absence de réponse, ou quasiment absent. Ces réponses sont quasiment absentes du côté malade. Ceci témoigne de l'atteinte du nerf vestibulaire inférieur qui transporte le nerf saculaire. Il est de plus en plus utilisé, le VHIT est de plus en plus utilisé parce qu'il est rapidement fait, beaucoup plus simple à pratiquer qu'un test calorique. Ça demande juste quelques minutes. Et donc il est facile de démontrer cette aréflexie canalaire, les 3 canaux semi-circulaires. Les 3 canaux sont parétiques chaque fois qu'il y a une atteinte du nerf vestibulaire supérieur et du nerf vestibulaire inférieur. Donc vous avez ici en bas à droite les points rouges qui caractérisent la réflexie calorique et le manque de réponse des canaux semi-circulaires à la stimulation angulaire de rotation de la tête. Alors si on faisait une IRM, ce qui est tout de même assez couramment fait chez ces patients dans le cadre de l'urgence, étant donné la violence du vertige, eh bien, l'IRM serait normale. Et donc, l'IRM est normale. Il est extrêmement rare que la névrite soit visible à l'IRM. Alors, quel traitement pour ces patients porteurs de névrite? Eh bien, avant tout, et presque uniquement, je dirais, de la rééducation vestibulaire. Donc, le plus précocement possible, je dirais, après 2 jours de repos qu'il faut concéder au patient, étant donné la violence des symptômes, eh bien, il faut que le patient se lève et il faut le mettre dans les mains d'un rééducateur vestibulaire qui va freiner le nystagmus et permettre au patient de retrouver sa marche et de retrouver une qualité de vie plus correcte. Mais plusieurs semaines sont nécessaires avant de pouvoir retrouver une vie vraiment normale. Donc on insiste sur le fait qu'il ne faut pas plus de 2 jours de repos au lit pour éviter que le patient stagne dans son vertige et récupère moins bien. Alors il y a tout un débat sur l'utilité des corticoïdes. Il semble que la corticothérapie dans ce contexte permette de diminuer la violence des symptômes. Le schwannome vestibulaire. Le schwannome vestibulaire, c'est le grand mystificateur, ou le grand simulateur, si vous voulez. Il est capable d'inventer tous les vertiges possibles en se développant sur le nerf vestibulaire. Mais le plus souvent, le patient va se présenter avec une instabilité qui n'est pas constante et soit par période, soit effectivement de façon pérenne, une démarche ébrieuse. Et c'est d'ailleurs cette démarche qui les vexe beaucoup parce qu'ils ont l'impression de donner l'impression d'être alcooliques quand ils marchent. Donc ils sont très stressés par cette situation.
Ils peuvent avoir des crises méniériformes, aussi jolies que le tableau clinique que je viens de vous décrire. Ils peuvent avoir aussi des vertiges paroxystiques positionnels bénins, ou d'allure bénigne, je dirais, avec une sémiologie qui est parfois très proche de celle que nous allons décrire. Donc attention quand même à tous ces vertiges. Attention, le neurinome peut se cacher derrière, en sachant que certains patients n'ont quasiment pas de symptômes. Et que les vertiges se réduisent à peau de chagrin et que le patient va parfois avoir un neurinome acoustique découvert de façon totalement fortuite sans qu'il n'ait jamais eu aucun symptôme ni cochléaire ni vestibulaire. Donc vous avez compris que la surdité est inconstante. Alors c'est important de le souligner parce que dans beaucoup d'esprits, neurinome de l'acoustique égale surdité. Eh bien, pas forcément. Vous avez des patients, et quelquefois avec de très gros neurinomes, qui n'ont pas d'atteinte auditive visible sur un audiogramme classique, je dirais. Bien entendu, l'autoscopie est normale, là aussi. Sur le plan paraclinique, le neurinome de l'acoustique se caractérise par une surdité rétrocochléaire. J'insiste là encore, elle est inconstante. Cette surdité est inconstante car parfois le schwannome n'appuie pas sur le nerf cochléaire. Mais quand la surdité s'installe, elle est plutôt en pente de ski, donc l'inverse de celle qui atteint le patient de Ménière. Et à l'inverse, là aussi, du Ménière, il y a une absence de réflexe stapédien du fait de la fatigue du nerf auditif qui n'est pas capable de répondre de façon constante aux stimulations auditives. Donc, cette absence de réflexe stapédien, ou en tout cas des seuils de réflexe stapédien anormalement hauts, sont vraiment très caractéristiques et on peut presque dire pathognomoniques, surtout quand l'audition est normale, d'une atteinte rétrocochléaire et plus particulièrement d'un neurinome. Alors si on pratique des potentiels évoqués auditifs, on les trouvera rétrocochléaires dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire 99% des cas à peu près, en sachant que les petits neurinomes de quelques millimètres, parfois, n'ont ni surdité ni atteinte rétrocochléaire visible au PEA. C'est pour ça que ce n'est pas un examen dont la qualité et la sensibilité puissent suffire à détecter un neurinome de l'acoustique. La vidéonystagmographie est souvent parlante sous la forme d'une hyporéflexie ou d'une aréflexie calorique, mais là aussi inconstamment, car si le neurinome se développe sur le nerf vestibulaire inférieur, vous n'aurez pas d'aréflexie calorique. Quant aux potentiels évoqués autolytiques, ils sont probablement un peu plus fiables, car ils détectent bien sûr l'atteinte du nerf vestibulaire inférieur, qui contient le nerf saculaire. Or, les neurinomes se développent plus volontiers sur le nerf vestibulaire inférieur. Alors, sur le plan paraclinique, bien sûr, l'examen roi, c'est l'IRM, parce que c'est le seul qui va vous montrer la tumeur et la caractériser. On peut dire aujourd'hui que l'IRM doit être pratiqué devant tout vertige chronique, ou toute asymétrie auditive, ou toute surdité brusque. Voici un exemple d'un tableau audiométrique chez un patient récemment opéré d'un neurinome de l'acoustique. Vous voyez qui était de forte taille, et vous voyez pourtant que la surdité est à droite, le neurinome est à droite, et de petite importance. Juste une petite pente de ski sur le 4000 Hz, donc très peu de spécificité. Pourtant, vous voyez ici qu'il y a une absence de réflexe stapédien sur le 500 Hz et sur le 4000 Hz, alors que le seuil auditif devrait conduire à leur présence. Donc, chez ce patient, cette surdité a conduit à la réalisation de potentiels évoqués auditifs, juste au-dessous, où vous voyez que l'onde 5 est très retardée et que les réponses à des seuils plus bas, 80, 70 décibels, sont totalement désynchronisées et que vous n'avez pas la même synchronisation que du côté gauche, comme vous voyez sur la courbe d'à côté. Donc finalement, on a ici un contexte très évocateur de neurinome et l'IRM le confirme, bien entendu.
Nous finirons par les vertiges paroxystiques positionnels bénins, qui sont sans aucun doute les plus fréquents, mais qui engagent moins la vie du patient. La physiopathologie des vertiges paroxystiques positionnels est la suivante. Ce sont en fait des fragments d'autolithes, de carbonate de calcium, qui se sont détachés de la cupule du sacule ou de l'utricule, et qui vont voyager dans le vestibule comme dans une boule de Noël, et vont s'engager dans les canaux semi-circulaires pour provoquer des stimulations erronées, et particulièrement dans le canal semi-circulaire postérieur, parce que, anatomiquement, c'est lui qui est le plus à risque. C'est ce qu'on appelle une canalolithiase. On prend toujours comme type de description le VPPB du canal postérieur, parce qu'effectivement c'est 99% des cas pratiquement. On a affaire ici à un sujet plutôt âgé, puisque c'est le vieillissement auditif qui conduit au détachement de ces cristaux de carbonate de calcium des otolithiques. Les vertiges sont très particuliers, mais surtout très évocateurs. Donc ce sont des vertiges violents et rotatoires, mais qui sont isolés, sans aucune surdité, sans acouphènes, avec parfois quelques nausées, c'est vrai, qui sont brefs, toujours inférieurs à 30 secondes, et qui ont comme caractéristique d'être déclenchés par une prise de position de la tête dans l'espace, et ils sont déclenchés, mais avec latence de quelques secondes. Le patient se couche d'un côté, on attend quelques secondes, et le nystagmus se déclenche, et le vertige avec. Et le vertige et le nystagmus se répètent dans la même prise de position. Au fur et à mesure de la répétition de cette prise de position, il faut bien dire qu'il s'atténue comme le nystagmus d'ailleurs. Alors typiquement, c'est un sujet âgé qui, la nuit, en se couchant ou en se levant ou en se tournant de façon répétée d'un côté précisément dans le lit, va déclencher un vertige rotatoire intense et bref. Le diagnostic est clinique. Il est clinique. Il est basé sur la manœuvre de Dix et Holpike. Il est bien sûr soupçonné par l'interrogatoire. Et en fonction de ce que dit le patient, on va faire une manœuvre de Dix plutôt orientée du côté qui a provoqué le vertige. Et en faisant une manœuvre de Dix et en couchant le patient avec la tête tournée du côté supposé pathologique, on va déclencher un nystagmus qui a des caractéristiques extrêmement particulières. Il est à la fois torsionnel, c'est-à-dire qu'il est rotatoire, l'œil tournant de façon horaire, quand c'est une atteinte du canal postérieur gauche, ou anti-horaire quand c'est une atteinte du canal postérieur droit, et une composante également verticale supérieure. Et comme c'est un canal qui est vertical, il n'y a pas de composante horizontale. Donc, on a l'habitude de dire que le nystagmus est gauche quand il est horaire et droit quand il est anti-horaire, mais ça n'est pas comme un nystagmus horizontal, droit ou gauche, où le côté s'impose au regard. Donc il faut bien regarder la façon dont l'iris tourne dans l'œil. Il est toujours géotropique, c'est-à-dire qu'en fait, la rotation de l'œil semble conduire l'œil vers le sol quand le patient est positionné dans le lit. Il apparaît, comme je vous l'ai déjà signalé, avec latence et fatigabilité. Et très important sur le plan sémiologique, quand le patient se relève, le nystagmus s'inverse. Cette inversion relevée est essentielle au diagnostic. Donc voilà un nystagmus typique d'un patient porteur d'un VPPB canal postérieur droit. Vous voyez, il est anti-horaire et vertical supérieur. Il n'y a pas de composante latérale. Donc c'est assez caractéristique. Vous avez bien vu la rotation de l'œil dans ce cas précis. Quand on va relever le patient, eh bien, on va voir le nystagmus s'inverser. Ici, vous voyez un nystagmus anti-horaire. Donc c'est bien un nystagmus droit. Et quand on va relever le patient,
on va voir le nystagmus. Voilà, on relève le patient et vous allez voir le nystagmus s'inverser et devenir horaire. Donc c'est bien un canal sémicirculaire postérieur droit, anti-horaire et au relevé horaire. Alors, quel bilan proposer à ces patients? Aucun. C'est simple, aucun. Si la sémiologie est typique et isolée, il n'y a pas de raison. En revanche, bien sûr, si ça se répète, on change d'avis. Mais là, le diagnostic est fait. De toute façon, les tests seraient normaux. Et ça n'est que quand c'est atypique, que ça ne répond pas à la sémiologie telle que je viens de la décrire, qu'on sera très méfiant, notamment dans un contexte de patients avec des antécédents vasculaires. Et là, effectivement, on ira plus loin. Le traitement est kinésithérapeutique. Donc c'est la manœuvre libératoire de Semon, qui est un kinésithérapeute français, encore vivant, hein, qui est extrêmement dynamique, ou la méthode anglaise, qui est celle d'Epley. Alors la manœuvre de Semon, on va la voir, pour un canal postérieur droit. Donc, on tourne la tête vers la gauche, on bascule le patient, le nystagmus se déclenche, il est donc géotropique, anti-horaire, et on va balancer le patient de 180 degrés dans l'autre sens pour amener son nez contre le lit d'examen. Voilà l'aspect, le saumon droit typique. On voit apparaître le nystagmus libératoire, et une fois qu'il est épuisé, on va pouvoir relever le patient. Et on fait attention car quelquefois il part en arrière. Donc voilà un patient qui a un nystagmus, donc on est à droite, canal postérieur droit, voilà, le nystagmus est donc déclenché par la première partie de la manœuvre. Et ensuite, on va le balancer le nez contre le lit d'examen et on va voir apparaître le nystagmus libératoire qui va avoir les mêmes caractéristiques sémiologiques, c'est-à-dire qu'il va être également anti-horaire, mais cette fois agéotropique, puisqu'il ne va plus battre vers le sol. Donc vous allez voir réapparaître le même nystagmus en fait. Et on peut crier victoire quand on voit apparaître ce nystagmus. Cela veut dire que l'on a été efficace, voyez le nystagmus qui apparaît, et que la manœuvre libératoire devrait être un succès pour le patient. Alors, que font les Anglais? Différemment, bien sûr, comme toujours. Donc, c'est plus doux. On positionne le patient en position de rose, c'est-à-dire la tête défléchie en arrière. C'est encore un canal droit. On déclenche et on va tourner par séquence de 20 secondes de 90 degrés la tête, puis de 180 degrés. Et on va demander au patient ou à la patiente de se relever. Donc, comme ça, la tête a fait un véritable 180 degrés. Et on va, donc vous imaginez la boue autolytique qui est en train de revenir dans le vestibule. Le nystagmus libératoire apparaît et on relève le patient avec la même prudence. Alors la manœuvre de Semon, on la fait toujours avec précaution. On explique toujours aux patients ce que l'on va faire avant pour éviter les surprises et les traumatismes. Et on sera très prudent, notamment chez les sujets âgés, qui ont une pathologie cervicale, un décollement de rétine récent, et peut-être que dans ce contexte, on préférera la manœuvre d'Epley, même si elle est peut-être un tout petit peu moins efficace. Voilà ce que je voulais vous dire sur les pathologies vertigineuses. Je pense que cela est suffisant pour votre formation et je vous remercie de votre attention.